34 matchs, 24 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls, 72 buts marqués, deuxième de la Liga, finaliste de la Supercoupe. Voilà les statistiques de Xabi Alonso au Real Madrid, même pas 8 mois après son arrivée. Mais le plus fou, c'est que ces chiffres, ils sont presque identiques à ceux de Hansi Flick au Barça cette saison. Sauf qu'à Barcelone, ils ont continué de faire confiance à leur coach. À Madrid, c'était pas pareil. Xabi Alonso aurait même pété un câble aux entraînements en disant aux joueurs « Je savais pas que j'avais été nommé entraîneur d'une crèche ». Et non, le problème, c'est pas la tactique, c'est pas la mentalité, c'est pas le manque d'expérience. La vérité, celle que personne ne veut vraiment regarder, c'est que Xabi Alonso est arrivé dans un problème qu'il ne connaissait pas. Et si tu crois savoir où ça va, tu te trompes. Parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas l'histoire d'un mauvais coach, c'est l'histoire d'un club qui répète toujours le même cycle et qui pointe toujours le mauvais coupable. Le Real Madrid, c'est pas un club de foot comme les autres, c'est un système politique qui joue au foot. Dans la majorité des clubs, un coach est là pour construire une équipe, entraîner ses joueurs, et à la fin de la saison, faire le bilan. Mais au Real Madrid, c'est différent. Au Real, un coach est surtout là pour une seule chose, gérer des stars. Donc avant de juger le boulot de Xabi Alonso, il faut d'abord comprendre où il a mis les pieds. Florentino Pérez, ça fait plus de 20 ans qu'il dirige le club, et en 20 ans, il a viré des entraîneurs à une vitesse que personne d'autre n'accepterait. Certains n'ont même pas tenu une saison, d'autres même pas 6 mois, et quelques-uns n'ont même pas eu le temps d'appliquer leurs idées. Mais c'est pas juste de l'impatience, c'est voulu. Au Real, le coach, c'est pas le boss, c'est même pas le numéro 2. Le pouvoir, il va vers le haut, vers le président, vers les stars, vers l'image du club. L'entraîneur, lui, il est en dessous de tout ça. C'est pour ça que l'histoire du Real est comme ça. Des périodes de succès énormes, suivies de licenciements qui semblent fous de l'extérieur. Mais de l'intérieur, cela semble parfaitement logique. Parce qu'au Real Madrid, le succès ne veut pas dire progresser. Le succès, ça veut dire des trophées et de la domination. Tu perds le mauvais match au mauvais moment contre le mauvais adversaire et tout le reste ne compte plus. C'est pour ça que des coachs avec de bons bilans ont été virés. Carlos Queiroz, Pellegrini, Lopetegui, Benitez, Solari. Des styles différents, des époques différentes, mais la fin est la même. Pas parce qu'ils étaient nuls, mais parce qu'ils ne servaient plus à ce que le Real Madrid voulait représenter. Et c'est là-dedans que Xabi Alonso est tombé. Sur le papier, c'était le successeur parfait d'Ancelotti. Tout le monde a été surpris par le travail qu'il a fait avec le Bayer Leverkusen. Mais à Madrid, tout autour de lui semblait construit pour le faire échouer. Et quand ça commence à se casser la gueule, on répare pas, on jette le projet. Mais le truc, c'est que Xabi Alonso, il est pas arrivé au Real par hasard. C'était un choix réfléchi, parce qu'ailleurs, il avait réussi un truc que presque personne ne réussit dans le football moderne. Il avait ramené de l'ordre dans un club qui n'avait rien pour réussir. Dans un autre championnat, avec moins de moyens, avec une idée du jeu qui ne collait pas au style du pays. Et ça a marché. C'est pourquoi cette histoire ne peut pas commencer au Bernabéu tout de suite. Pour comprendre pourquoi les choses ont mal tourné à Madrid, il faut d'abord comprendre pourquoi Xabi Alonso était considéré comme le choix idéal au départ. Avant même de devenir coach en 2010, José Mourinho avait prédit que Xabi Alonso allait devenir entraîneur. Et même avant Mourinho, ça se voyait. Alonso, c'était un joueur hyper intelligent, qui lisait le jeu comme personne. Sans parler de son père, lui aussi footballeur pro, puis entraîneur par la suite. His father was a manager. Then he became a player, a top player. His position on the pitch and his knowledge of the game very high. And then he played in Spain, in England and in Germany. And he was coached by Guardiola in Bayern, by myself in Real Madrid, by Ancelotti in Real Madrid, by Benitez in Liverpool. So I think if you put all this together, I think Xavi has conditions to be a very good coach. Xabi Alonso, il n'a pas joué juste au plus haut niveau de foot. Il a été coaché par les plus grands entraîneurs de l'histoire. Mourinho, Guardiola, Benitez, Vicente Del Bosque, Ancelotti, et sur le terrain, c'était déjà un leader. Il a porté le brassard à la Real Sociedad à 20 ans, ce qui a aidé à redynamiser l'équipe. Aujourd'hui, la prédiction de Mourinho s'est réalisée. Quand il est arrivé à Leverkusen, Alonso n'a pas démarqué avec un grand discours ou un ego surdimensionné. Il est arrivé avec une question simple. Comment on enlève l'incertitude du football? Et chaque semaine, il a donné une réponse. Leverkusen ne se contentait pas de gagner. Ils avaient un comportement différent. Ils contrôlaient les matchs sans garder la possession pour faire joli. Ils pressaient sans se cramer physiquement et ils défendaient sans paniquer. Et faut se souvenir d'un truc. Quand Alonso prend l'équipe en octobre 2022, Leverkusen est 17e de Bundesliga, pratiquement relégable.
Un an et demi plus tard, ils étaient invaincus sur toute une saison. La première équipe de l'histoire de la Bundesliga à faire ça. Xabi Alonso, c'est l'entraîneur qui a réussi ce que très peu arrivent à faire aujourd'hui. Faire gagner un club qui n'avait plus rien gagné depuis 1993. Et il l'a pas juste fait gagner, il a mis en place un football léché, offensif, efficace, avec un groupe qui, sur le papier, n'avait rien de fou. 2,2 buts par match en moyenne, 209 buts en 94 matchs, meilleur ratio de l'histoire du club. C'est ça qui a tapé dans l'œil du Real Madrid. Parce qu'au Real, on cherche pas l'innovation, on cherche la maîtrise. Quelqu'un qui impose de l'ordre, un vestiaire rempli de stars, sans leur faire de l'ombre. Exactement ce que Zidane a fait avec le club. Et Alonso, il a fait ça également, mais avec des joueurs normaux. Sans star mondiale, sans budget illimité, Leverkusen ne dépendait pas d'un héros, il dépendait du système, de la structure, de la discipline et du timing. Tu pouvais retirer un joueur, le jeu restait le même. C'est ça un vrai coach. Et c'est pour ça qu'Alonso était respecté. Par les joueurs, parce qu'il parlait leur langage. Par les dirigeants, parce que les résultats avaient du sens. Par les fans, parce que rien ne semblait dû au hasard. Il montrait la maîtrise et c'est exactement ce que Madrid pensait acheter. Un ancien métronome devenu coach moderne, quelqu'un qui pense que la structure ne freine pas les stars, elle les protège, quelqu'un qui peut entrer dans un vestiaire plein d'ego et aligner tout le monde sans élever la voix. Sur le papier, tout ça c'est impeccable, mais il y a un truc que tout le monde a oublié. À Leverkusen, l'autorité venait d'en haut, mais quand il est arrivé à Madrid, c'était différent. Il est arrivé pour construire, pour ramener un football plus réfléchi et plus intelligent. Mais au Real, les idées, ça tient pas longtemps. Et c'est là que tout bascule. Parce que ce qui faisait la force d'Alonso à Leverkusen, c'était son calme et son contrôle. C'est exactement ce qui a causé sa chute à Madrid. Parce que ce qui marche quand tu construis peut te couler quand on te demande de représenter autre chose. Et c'est cette tension qui a défini son passage au Real, bien avant les tactiques ou les résultats. Parce qu'au Real Madrid, l'histoire de Xabi Alonso est divisée en deux. En tant que joueur, il a marqué les esprits, mais en tant que coach, il aurait pu aller plus loin. Mais les raisons pour lesquelles ce partenariat n'a jamais fonctionné sont bien plus complexes qu'il n'y paraît. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait tout capoter? C'est là que tout le monde évite le sujet, parce que ça oblige à dire la vérité qui dérange. Xabi Alonso n'a pas mis les pieds dans un vestiaire en ruine, il a mis les pieds dans un vestiaire bizarre et contradictoire. Sur le papier, l'effectif du Real faisait flipper, mais en vrai, c'était un casse-tête tactique. D'abord, la ligne offensive du Real était déséquilibrée depuis le début. Souvent, cela était camouflé par leur attaque de dingue et surtout les arrêts monstrueux de Thibaut Courtois. Mais tactiquement, c'était évident. T'avais 3 joueurs qui voulaient les mêmes zones, les mêmes responsabilités, et tous voulaient être le héros de l'équipe. Mbappé, Vinicius, Rodrigo et parfois même Bellingham. Les 3 veulent les ballons, les 3 veulent l'amour du Bernabéu. Mbappé et Vinicius veulent tous les deux être Cristiano Ronaldo et battre ses records. Mais dans une équipe comme le Real Madrid, faut qu'il y en ait un qui fasse le taf de l'ombre. Faut un Benzema. Ce rôle-là, c'est le ciment, le connecteur, le gars qui accepte de s'effacer pour faire briller les autres. Sous Ancelotti, Benzema faisait ça sans broncher. Et quand il est parti, Bellingham a pris le relais naturellement. Il est monté d'un cran, il a relié les lignes, il a absorbé la pression pour que les autres s'expriment. Sous Alonso, ce rôle n'a jamais été remplacé, pas parce qu'il était aveugle, mais parce qu'il n'avait pas le pouvoir de changer les choses. C'était pas un souci de coaching, c'était un problème de personnalité et d'autorité. Le projet Galacticos de Florentino Pérez, il a toujours suivi la même logique. Au Real, les stars jouent. Point. Peu importe si ça se marche dessus. Et l'histoire, elle le prouve. La première génération de Galacticos a explosé à cause de l'ego et du déséquilibre. La deuxième n'a tenu que parce que Mourinho a imposé une dictature. Et cette troisième génération est en train de répéter les mêmes erreurs sans que personne ne s'en rende compte. Alonso a voulu poser un cadre. Il a demandé des efforts coordonnés, de la discipline, des rôles clairs. Mais il a trouvé un vestiaire où le statut et l'ego parlent avant les consignes. Et donc quand ça coince, on blâme pas le déséquilibre, on blâme pas les décisions en haut. On blâme pas le fait que l'effectif a été construit pour vendre du rêve plus que pour fonctionner. Non, on blâme le coach. Et pourtant, malgré tout ça, le Real ne s'écroulait pas. Toujours deuxième en Liga, toujours en course en Europe et une des meilleures attaques du championnat. Et là, une question dangereuse commence à se poser. Si Alonso arrivait à faire ça avec un effectif déséquilibré, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec un effectif équilibré? Et du coup, la vraie question elle fait mal. Si Xabi Alonso faisait déjà tout ça sans un effectif construit autour de lui, t'imagines ce qu'il aurait pu faire avec? Et c'est pile là que tu captes. Que ce qui arrivait ensuite, c'était plus du foot. Dans les clubs de très haut niveau, le pouvoir ne disparaît jamais. Il est juste ailleurs. Et au Real Madrid, ce pouvoir, il est au-dessus, dans les bureaux. Et il est constamment utilisé pour rappeler à l'entraîneur qui décide vraiment. Pour Xabi Alonso, ça n'a pas commencé par une défaite. Ça a commencé par une attitude et une réaction.
Quand Alonso a sorti Vinicius Junior lors d'un Classico pourtant remporté par le Real, c'est pas le score qui a fait parler, c'est la réaction de Vinicius. Il a explosé de colère, il voulait pas sortir, il a montré clairement à tout le monde qu'il pensait être au-dessus de son entraîneur. Et ce jour-là, il a envoyé un message fort au vestiaire. Le coach, on peut le contester, même en public. Et qu'est-ce que fait le club? Est-ce qu'ils soutiennent Alonso? Non, ils laissent couler. Pire, ils balancent des messages dans les médias pour défendre Vinicius. Xabi, lui, reste calme. Trop calme. Il temporise, il protège son joueur devant la presse, il essaie de gérer en interne. Dans 99% des clubs, on appellerait ça du leadership. Mais au Real, on appelle ça de la faiblesse. Et à partir de là, le pouvoir a commencé à glisser. Doucement, mais sûrement. Le vestiaire a commencé à comprendre que le coach n'a plus le dernier mot. Et quand ça arrive, tu deviens un intérimaire, même si ton contrat dit le contraire. Et puis est arrivée la deuxième image. Lors de la finale de la Supercoupe dimanche avant-dernier après la défaite contre le Barça, Alonso a proposé un geste simple. Un geste de respect, une haie d'honneur pour l'adversaire qui venait de gagner le trophée. Un truc symbolique, classe dans l'esprit du sport, et que le Barça faisait toujours au Real. Alonso et Asensio ont appelé les joueurs pour le faire, mais Kylian Mbappé et Rodrigo ont dit non. Un signe de la main plein de colère, et tout le monde les a suivis. Les joueurs ont tourné le dos, et même Alonso a suivi le mouvement. Est-ce que le moment a été exagéré sur les réseaux? Peut-être, mais l'image a fait le tour du monde, et surtout, elle disait quelque chose de très clair. Qui décide maintenant? Pas le coach, c'est clair, ce sont les joueurs. Malheureusement, Xabi Alonso n'avait pas le dernier mot. Mais Alonso a fait aussi une autre erreur. Rien à voir avec le terrain cette fois, il n'a pas joué le jeu. Dans un club comme Madrid, gérer vers le haut, c'est vital. Il faut comprendre la politique interne, il faut savoir parler à la presse, il faut flatter l'écosystème, protéger le président, détourner la pression. Alonso, lui, est resté trop discret. Quand Guardiola a pris sa défense publiquement, en envoyant un pic direct à Florentino Pérez, Alonso n'a pas réagi assez fort. Il n'a pas rejeté le soutien de Pep de manière spectaculaire. Il n'a pas marqué de frontières claires. Pour la direction, c'était un signal, comme s'il était du mauvais côté. Même si ce n'était pas le cas, ça en avait l'air. Et à Madrid, ce genre de malentendu ne reste jamais un détail. À partir de là, le chrono s'est enclenché. Et quand Alonso a commencé à s'ouvrir un peu, à plaisanter en conférence, à se détendre avec la presse, les résultats, eux aussi, ont commencé à se stabiliser. Mais c'était trop tard, Florentino Pérez avait déjà tranché. Et c'est là que vient la vérité que personne ne dit. Xabi Alonso n'a pas perdu le vestiaire parce que les joueurs n'y croyaient plus. Il l'a perdu parce qu'à Madrid, croire en un coach ne suffit pas, quand le pouvoir ne suit pas derrière. Il était respecté, mais à Madrid, le respect n'est pas l'autorité. Et cette différence-là te coûte ton job. Alors maintenant, il reste qu'une seule vraie question, la plus inconfortable de toutes. Si Alonso n'était pas le vrai problème, alors qui l'était ? Lorsqu'un entraîneur du Real Madrid est viré, c'est toujours la même histoire qu'on raconte. Mais quand tu prends du recul, le départ de Xabi Alonso, c'est juste un épisode de plus dans un schéma que Madrid répète depuis plus de 20 ans. Et ce schéma-là, il a rarement à voir avec l'homme sur le banc. Alors c'est qui les vrais responsables ? D'abord, les joueurs, et surtout l'attaque déséquilibrée qu'on lui a mise dans les mains, mais que personne n'ose critiquer. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, 3 cracks, 3 profils différents, 3 égos à gérer. Mais au final, 3 ailiers gauches, des mecs qui veulent tout recevoir dans la largeur, attaquer l'espace, rentrer sur leurs pieds forts et finir. Du point de vue du foot, c'est simple, une attaque a besoin de contraste. Un qui étire, un qui lit le jeu, un qui finit, un qui se sacrifie pour faire briller les autres. Ce rôle-là n'existe pas dans cette équipe, et Alonso n'a pas construit cet effectif, il l'a hérité, parce que le projet Galacticos ne cherche pas l'équilibre, il cherche les noms. Florentino Pérez ne recrute pas de profil pour faire fonctionner une équipe, il recrute des noms qui attirent les sponsors, les caméras et les histoires. Deuxième point, certains disent qu'Alonso n'a pas eu le temps. C'est vrai sur le papier, mais le vrai problème, c'est que le Real Madrid ne fonctionne pas autant, il fonctionne à l'image. Regarde l'histoire récente, des coachs virés en moins d'1 an, des coachs virés après avoir gagné des championnats, des coachs virés même avec une Ligue des champions. Mourinho, Ancelotti, Zidane, 2 fois. Au Real, la réussite ne te protège pas. Ce qui te protège, c'est être aligné avec la direction. Et le dernier point, c'est Florentino lui-même. En plus de 21 ans, il a viré 10 entraîneurs avant même qu'il finisse une saison complète. C'est une politique de l'impatience. Pérez veut gagner tout de suite. Plus de Ligue des Champions, moins de trophées pour le Barça, plus de visibilité mondiale, moins de résistance interne. Et là pour lui, le temps est un ennemi. Le nouveau stade n'a pas encore apporté l'aura qu'il espérait. La Super League est toujours bloquée. Le Barça continue de soulever des trophées. Et malgré un effectif 5 étoiles, le jeu du Real reste confus. Donc quelqu'un doit payer. Et le coach, comme toujours, est le plus facile à sacrifier. Xabi Alonso n'a pas été parfait. Il a fait des erreurs, il a pris sur le tas, mais ce n'était pas lui le vrai problème à régler. Le vrai souci, il est plus profond.
Un effectif monté pour le marketing, pas pour la cohérence, un président qui confond autorité et domination, et une culture de club qui préfère l'autorité immédiate à une vraie direction sur le long terme. Alonso n'a pas échoué au Real Madrid, c'est le Real Madrid qui a échoué avec lui. Et tant que ça change pas, aucun coach, ni Alonso, ni Arbeloa, ni personne ne pourra finir ce qu'il commence. Parce qu'ici, le job, c'est pas de construire, c'est de gagner. Et à la fin, tout le monde perd. Si on met tout le reste de côté, c'est ça le plus important à retenir. Xabi Alonso est un vrai bon coach. Pas un coach à potentiel, pas un coach de transition, un coach confirmé. Quand tu regardes sérieusement son organisation, sa gestion des joueurs, sa clarté tactique, son sang-froid, tout montre qu'il fait déjà partie des meilleurs de sa génération. Ce qu'il a fait avec Leverkusen, c'est pas un coup de chance, c'est pas une saison de feu sortie de nulle part, c'est du football reproductible, bâti sur des idées solides, des idées qui tiennent même sous pression. Et c'est exactement pour ça que le Real Madrid l'a pris. En interne, on lui a pas vendu un petit job de pompier, on lui a promis que ce serait différent, qu'on ne jugerait pas sa première saison uniquement au résultat, qu'il aurait le temps d'imposer ses principes, que le club comprenait qu'il fallait une vraie transition. Et au début, les chiffres confirmaient tout ça. Dans les stats, dans le classement, dans les datas sous-jacentes, c'était une bonne saison. Une saison qui, dans n'importe quel autre club, lui aurait garanti de la patience. Mais le Real Madrid, c'est pas n'importe quel club. Finalement, Xabi Alonso est parti. Il a déposé sa démission. Et quelque part, c'est peut-être la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Parce que rester, ça aurait voulu dire faire des compromis, diluer ses idées, jouer un jeu politique qu'il n'a jamais eu à jouer. Et Xabi Alonso n'est pas du genre à mendier pour qu'on croie en lui. Il va pas rester sans club longtemps. Des clubs qui valorisent la structure plus que le spectacle vont l'appeler. Des clubs qui savent que construire prend du temps vont voir ce que Madrid n'a pas su protéger. Et oui, un jour, même le Real Madrid pourrait revenir. Quand les conditions seront meilleures, quand l'histoire aura un peu oublié, quand la clarté sera revenue, parce que le foot a une très longue mémoire. Xabi Alonso restera à jamais une légende du football, en tant que joueur et désormais de plus en plus en tant qu'entraîneur. Son passage à Leverkusen a prouvé qu'il avait les idées. Son passage à Madrid a prouvé tout autre chose. Tous les grands entraîneurs ne sont pas destinés à réussir partout.